Donc on commence par remercier les organisateurs de la journée, donc effectivement la ville de Paris qui vient de s'exprimer. On remercie également l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques qui sont partenaires avec nous. Et donc là je parle avec une double casquette au nom de l'Association française d'astronomie. Donc je suis Olivier Lasvernias, président de l'Association française d'astronomie. Et puis j'ai une double casquette puisque je dirige un laboratoire, le CIREL, Centre interuniversitaire de recherche en sciences de l'éducation de Lille. Donc je suis directeur de l'UFR CEFA et du laboratoire CIREL. Et donc je vais parler, je vais essayer de tenir dans le quart d'heure imparti pour faire une introduction sur laquelle Joël rebondira avec un autre angle. Donc je vais essayer de prendre un tout petit quart d'heure pour essayer de situer à la fois pourquoi nous, mon hémisphère AFA, nous avons organisé cette journée avec nos partenaires, et puis ensuite quels angles on peut avoir en tête quand on est enseignant-chercheur en sciences humaines et sociales sur ce genre de sujet. On a pas mal tergiversé sur le titre de la journée. Bon, c'est clair, on a un objet assez clair. La désinformation, la mésinformation et toute une série de réactions à ça et d'inquiétudes et d'angoisses, on en parlera, liées à des phénomènes qu'on n'arrive pas très bien à comprendre. Pour autant, c'est des phénomènes qui sont assez anciens. C'est une affaire de couloir ou plutôt de salle des pas perdus, c'est une affaire de rumeurs, ce sont donc des sujets traditionnels. Néanmoins, ils semblent encore plus angoissants qu'à d'autres périodes, encore que les rumeurs ont été très angoissantes dans bien des endroits et bien des espaces-temps différents. Donc finalement, on a focalisé sur, déjà sur l'animation et la médiation scientifique. Alors ça, on reviendra parce que définir animation et médiation scientifique, ça peut nous prendre quelques décennies, voire plus. Et en tout cas, c'est la deuxième partie, comme souvent dans les titres, qui nous a paru la plus importante. Finalement, la question, ça a été tout à fait visible dans ce que vous nous disiez. C'est qu'en fait on voudrait bien susciter ou amplifier ou répondre à la curiosité, et en même temps on a une crainte qui est celle de développer une forme de crédulité. Et déjà ce mot-là nous a posé pas mal de problèmes parce que c'est très important de distinguer crédulité et croyance. Nous sommes évidemment, je ne vais pas faire un résumé d'anthropologie ou d'ethnologie, mais évidemment nous sommes nourris de croyances, nous fonctionnons évidemment principalement avec des représentations sociales, des perceptions, des croyances, etc. Et donc la question n'est pas de dire qu'il faudrait pas favoriser l'existence de croyances ou lutter contre les croyances. C'est un puissant fin, et de toute façon c'est un mécanisme de pensée qui est propre à la réflexivité en quelque sorte. Donc on s'est vraiment positionné, susciter la curiosité sans développer la crédulité, c'est-à-dire l'utilisation abusive en quelque sorte du besoin de croyance ou de l'envie de croyance ou du rapport que chacun a à ses croyances. Donc ça c'est très important, et je pense que ça, on en reviendra, et on y reviendra évidemment de nombreuses fois. L'autre chose aussi, c'est que c'est un peu les poupées gigognes, c'est-à-dire on a bien compris que derrière un Fox il y a 1 milliard de choses. On va parler tout à l'heure des théories complotistes, on va parler de la mésinformation, de la désinformation, des erreurs qu'on peut faire, ou au contraire des bonnes choses qu'on peut faire en tant que médiateur, en tant que journaliste, en tant qu'organe de presse. Donc là déjà il y a un champ énorme, il n'y a pas un objet précis. Et deuxièmement, même si on se focalise sur l'activité scientifique, technologique, etc., là à nouveau il n'y a pas une science. On a déjà parlé des différents SHS, sciences inhumaines. À l'intérieur même des SHS, évidemment, la psychométrie n'est pas vraiment la même chose que la sociologie de l'école de Chicago ou d'autres choses, quoi. Donc on ne peut pas parler des sciences en général, on ne peut certainement pas parler de la science, et même des sciences en général. Dès qu'on parle des sciences en général, c'est comme si on parlait des hommes politiques. Surtout ne parlons pas des hommes politiques. D'abord on ne parle même pas des femmes. Mais, ce qui est sûr, en gros, nous, c'est qu'on se dit, voilà, il y a quelque chose en ce moment qui crée un malaise. Il y a un mélange entre des effets et des causes autour
des transformations aujourd'hui du système des médias et des réseaux sociaux. Il y a du malaise, de l'angoisse. Et nous, on va essayer de l'accrocher. Enfin, on se le pose. On l'a aussi dit, on est ici plutôt dans une journée professionnelle en réalité. Donc on se le pose en tant que professionnel. Et finalement, je me rends compte que moi-même, mon regard en ce moment, il est plutôt orienté sur la responsabilité d'être éditeur d'un grand média qu'est la revue Ciel Espace, ou d'être intervenant dans beaucoup de relations avec les médias, les réseaux sociaux, que celle du directeur de recherche qui conseillerait un doctorant qui serait en train de faire un travail, quoi, voilà. Donc on est plutôt dans un échange entre professionnels. Alors moi, je vais aller très rapidement, j'ai 4 points. Alors, bon, le premier truc, c'est l'idée des mèmes. Les mèmes, c'est-à-dire que finalement, dans le système aujourd'hui, on se repasse les mêmes communiqués de presse de l'AFP ou les mêmes communiqués internationaux, on se repasse le même tweet. C'est beaucoup plus simple de retweeter que d'écrire un truc long. Là, j'espère bien que quelqu'un tweet, comme ça je pourrais retweeter plutôt que d'écrire un truc. C'est aussi l'idée que c'est quand même beaucoup plus facile de remplir à 23h la une du lendemain en mettant un truc qui est déjà tout prêt par l'AFP, etc. Donc ça, voilà un bon exemple. Donc ça, comment il s'appelle ? Il s'appelle William Garoudi. Il a, selon les sources, entre 11 et 15 ans. Et il a découvert une nouvelle cité maya grâce au fait qu'il a compris que les cités mayas reproduisaient la carte de la constellation de Cassiopée dans la forêt équatoriale. Pas seulement équatoriale, tropicale et équatoriale. Et donc, voilà. Alors, ça fait le tour du monde. Là, je vous ai pris quelques exemples. Ça, c'est Télématin. Là-haut, on est dans 20 minutes. Mais j'ai pris que la France. Hein. Non, ça, c'est le Québec, je crois. Voilà. J'ai été sollicité, on m'a appelé une radio. Les radios et les télés cherchent évidemment des bons clients qui peuvent parler des sujets farfelus le dimanche à 23h, enfin à 20h disons. Donc on nous appelle, et le premier qui est là, on le prend, on lui dit expliquez-nous. On a publié une dépêche AFP, expliquez-nous. Donc je cherche, j'ai rencontré sur ResearchGate l'auteur, il y avait un type de l'ONF canadienne, l'équivalent de l'ONF canadienne, qui avait aidé le jeune, donc j'ai cherché, il est dans ResearchGate, réseau social de chercheurs, il m'a jamais répondu, et en regardant, finalement, ben voilà, le gamin, il a participé à une expo science au Québec, à Hydro-Québec au Québec, il a superposé une carte du ciel aux cartes des cités mayas, il se dit qu'il pourrait y avoir une cité, et puis voilà, c'est ça son travail, simplement ça a fait le tour du monde. Alors, la diapo suivante illustre un deuxième phénomène. Le premier, c'était les mèmes. Alors, même histoire, c'était il y a 3 ans, je crois, le téléphone sonne à je ne sais quelle heure. Monsieur Lasvernias, on vient de publier une dépêche AFP, là. Les astronomes du Royaume-Uni ont découvert de nouvelles constellations. Alors c'est quoi, comment ça se fait qu'on les connaissait pas, etc. Donc là pareil, ça fait le tour du monde, j'ai mis des Allemands pour le plaisir. Donc moi j'ai retrouvé la fille en question, qui est une jeune femme absolument charmante, qui s'appelle Emma Willett, c'est mon amie sur Facebook. Elle m'a expliqué ce qu'ils avaient fait, c'est-à-dire qu'ils ont fait un camp d'été d'astronomie. Les gamins ne s'intéressaient pas tellement, ne comprenaient pas le nom des constellations. Ils ont fait ce qu'on fait tous depuis 40 ans, la Hulotte le premier d'ailleurs, c'est-à-dire de jouer à donner des noms aux étoiles qu'on voit dans le ciel. Simplement, ça a fait le tour du monde, parce que du coup, maintenant, il y a une constellation Usain Bolt, il y a une constellation Harry Potter, Serena Williams, il y a la raquette. Je crois que la raquette de Serena Williams est au-dessus de la Grande Ourse, là où on met le truc, là. Nous on met la louche à lait, là, vous voyez, mais bon. Voilà, et donc là, qu'est-ce que c'est que ce problème-là ? Le problème, finalement, il est que, évidemment, dans le boulot des médias, effectivement, plus on est, j'emploie à dessein le terme, dans un espèce de cabinet de curiosité moderne où ça suscite la curiosité, c'est très bien, plus on est dans le bizarre, plus on est dans l'exposition des merveilles ou des monstres de la nature, finalement mieux c'est. Donc plus c'est exceptionnel, plus c'est rigolo, plus c'est surprenant. C'est quand même surprenant qu'on n'ait pas su, alors que les constellations ont au moins 5000 ans, qu'il y avait une constellation Harry Potter, comment ça se fait qu'on ne l'avait pas vu avant. C'est le biomécanisme de finalement, il faut trouver des trucs rigolos parce que finalement il faut faire avaler la pilule, c'est tellement emmerdant. Est-ce que c'est emmerdant de dire que la Grande Ourse, elle était peut-être dans les montagnes Zagros au-dessus de la Mésopotamie et que c'est pour ça qu'on a donné le nom de Grande Ourse à une constellation du Nord? Je trouve ça pas plus emmerdant que ça.
Et effectivement, notre boulot, c'est sans doute ce que j'ai fait, c'est-à-dire de dire, tout le monde fait ça tous les étés dans les camps d'ados d'astronomie. Et d'ailleurs, c'est rigolo de se demander d'où viennent les noms des constellations, qu'est-ce que c'est qu'une constellation. Alors la troisième diapo, ça, je pense que la moitié de la salle y est confrontée. C'est la même chose, c'est le téléphone sonne, et est-ce que vous pouvez nous parler de la prochaine superlune? Donc là, clairement, pour aller vite, hein, la Lune ne tourne pas tout à fait rond autour de la Terre. Elle change à peu près de 15% en diamètre selon qu'elle est près ou loin. Voilà, donc en gros, de dire qu'il y a une super Lune parce qu'elle est un peu plus près, c'est pas faux, mais c'est pas si super que ça, quoi. Ce qui est rigolo, c'est que ça a été inventé par la NASA, je crois, mémoire, j'aurais dit, entre 2003 et 2004, un truc comme ça. Donc en fait, c'est un argument de promo pour regarder la Lune de la NASA en 2004 qui dit voilà, il y aura une maxi-lune, une super moon. Voilà. Et alors après, ça s'amplifie et ça se mélange, alors ça se touille bien avec le fait que dans toutes les croyances du monde, même dans toutes les représentations du monde, les lunes ont des noms selon les mois, évidemment. En gros, dans le calendrier lunisolaire, on a une pleine lune par mois. Donc on a la lune des moissons, la lune des chasseurs, la lune de tout ce qu'on veut. Et donc évidemment on peut avoir une super lune des chasseurs. Alors là tout de suite ça commence à faire peur effectivement. Donc ça va marcher, ça va nous faire un beau titre pour la chronique science du journal, quoi. Et alors encore mieux, c'est que comme par hasard, si on a le cas exceptionnel qu'il y a une pleine lune, une éclipse, une super lune de sang et qu'elle s'appelle la lune des chasseurs, c'est génial. Ça va permettre de dire que c'est exceptionnel puisqu'il y a à la fois éclipse et pleine lune, alors que forcément par principe il n'y a pas d'éclipse, il n'y a pas de pleine lune, mais bon. Et puis en plus ça va tomber dans la super, etc. Et là le troisième point sur lequel je voulais vraiment insister, alors je ne sais pas s'il faut dire qu'on est complice, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que nous, bien sûr, on accepte ce jeu-là, et d'ailleurs on l'orchestre. Alain Sirou, ici présent, racontera quelques anecdotes tout à l'heure, mais c'est-à-dire que nous, voilà, on dit, c'est génial, bien sûr, j'accepte d'aller sur le plateau de France Inter ou le plateau de Télématin pour expliquer. Alors on ne va pas dire c'est génial, la Lune est 12 fois plus grosse que d'habitude, on va dire elle est un peu plus grosse, mais c'est l'occasion de la regarder. Le phénomène, c'est que ça permet de parler de la Lune et que tout le monde a oublié qu'on voyait la Lune même en pleine ville. Et donc, au contraire, c'est génial d'y aller. Mais ça a été jusqu'au point où je pense que c'est il y a 3 ou 4 ans, nos camarades de la Société française des spécialistes d'astronomie ont publié un communiqué interne et externe d'ailleurs pour dire que la superlune était une mascarade et qu'il ne fallait pas aller en parler. Alors que nous, on dit évidemment, il faut surtout aller en parler. D'abord parce que si on n'en parle pas, d'autres en parleront, pour dire qu'effectivement c'est la Lune, et d'ailleurs si votre horoscope fait que dans la maison de machin vous avez le 4e décan de ceci, ça va encore en rajouter, quoi. Donc effectivement nous on est en tant que caisse de résonance, en tant que bon client ou en tant qu'émetteur nous-mêmes, effectivement on est dans ce paradoxe-là et on ne peut pas le nier. Et évidemment aujourd'hui, en ce moment, dans tous les labos, c'est la course, les services de com, parce que effectivement, les gros labos ont évidemment un service de com. Dans tous les labos d'astronomie, c'est la course au meilleur communiqué pour trouver la planète l'exoplanète la plus habitable, ou la galaxie la plus jeune, enfin datant de l'univers le plus jeune, où bientôt on aura l'onde gravitationnelle la plus grosse pour faire du surf, enfin on aura tout ce qu'il faut, quoi. Et effectivement, dans les équipes de communication, c'est ça qu'on est obligé de chercher, quoi. Sinon ça passe pas, quoi. Sur les exoplanètes, c'est quand même extraordinaire de voir à quel point on découvre toutes les semaines une super planète qui est encore plus habitable que les autres. Alors que, évidemment, ça veut dire simplement que la température permet l'existence peut-être d'eau liquide, quoi, en gros. Et c'est pareil sur les astéroïdes, évidemment, les géocroiseurs. Voilà, il passe un tout petit truc près de la Terre, c'est la catastrophe. Il passe un très gros truc pas trop loin de la Terre, c'est la catastrophe. Et donc voilà, et c'est évidemment la course à ça. Alors, maintenant, mon 4e point. C'est derrière ça, finalement, il y a des mécanismes dont on va sans doute parler toute la journée. Le premier mécanisme, et c'est la diapo suivante, donc ça c'est la couverture de la revue Science, elle a été très célèbre cette couverture.
Je passe sur les détails et j'ai passé bêtement la couverture comme ça. C'est pour montrer quand même que ça fait la une de Science, hein, il y a 2 ans, je crois, 1 an et demi. C'est l'analyse, donc on reparlera de ça, des analyses des grappes de tweets et des retweetages et des vitesses de retweet, etc. Première chose, effectivement, sur les réseaux sociaux, les informations discutables, qui sont spectaculaires, disons, accrocheuses, extraordinaires, bizarres, en fait, bizarres, weird, se diffusent beaucoup plus vite que les vraies, entre guillemets, vraies nouvelles. Donc ça, c'est un phénomène qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire que la discussion dans le couloir ou les réseaux sociaux, elle favorise complètement la désinformation ou la mésinformation. Bon, la deuxième chose, c'est évidemment, thème essentiel, on ne peut pas faire cette journée sans avoir un peu de perspective épistémologique, c'est que dans le domaine scientifique, en clair, la vérité n'existe pas. Effectivement, je ne veux pas être complètement relativiste, c'est-à-dire que toutes les croyances doivent être mises au même niveau. Mais évidemment, pour toute une série de raisonnements, c'est important de confronter différents niveaux de croyances et confronter différents niveaux de conception de ce qui installe une théorie, un paradigme, etc. Alors j'ai un bon exemple, je crois, que sur la diapo suivante. Donc vous avez là un mème tout à fait classique, hein. J'ai repris celui de 2018 là, donc voilà, donc c'est clair, c'est officiel. Dès qu'on arrive vers le 15 juillet et que c'est alors il y a ceux qui savent que Mars est en opposition 1 année sur 2, mais même si on ne le sait pas, quand on arrive dans l'été, on reçoit ça sur Facebook et c'est retweeté, etc. Donc l'événement cosmique arrive, Mars ne sera jamais aussi près de la Terre que depuis 35 000 ans. En fait, tout le monde, je pense que vous le savez, mais Mars tourne à l'extérieur dans le stade solaire par rapport à la Terre, donc on la double à la corde tous les 2 ans, et donc effectivement on se rapproche d'elle, on peut lui dire bonjour, puis ensuite on la double à l'intérieur, et donc tous les 2 ans on passe très près, et donc elle apparaît plus brillante dans le ciel. Donc le fait que c'est celui-là, alors je dis ça comme preuve du fait que la vérité n'est pas si simple. Évidemment, toutes les personnes qui ont regardé Mars et la Lune se disent c'est complètement idiot. Jamais la Mars ne sera aussi brillante que la Lune. Et maintenant, nous sommes le 11 août 2018. Nous regardons le Astronomical Picture of the Day, qui est rediffusé sur le site de la NASA, hein, qui est c'est en gros une espèce de prime. Il n'y a pas d'argent, hein, mais on est publié comme étant la meilleure photo astronomique du jour. Et ça, c'est l'éclipse de lune du 27 juillet, annoncée d'ailleurs dans le fait d'avant. Et effectivement, il s'est trouvé que le 27 juillet, la lune était en éclipse. C'était d'ailleurs une super lune de sang, etc., tout ce qu'on veut en même temps. Ce qui fait qu'en fait, dans le ciel, Mars et la lune étaient quasiment aussi brillantes. Puisque la lune est en haut éclipsée, et en bas, vous avez Mars. Et donc, vous avez une photo où vous voyez que c'est arrivé. Donc, c'est bien joli de dire que ça n'arrivera jamais. Sauf qu'en plus, comme par hasard, on se retrouve à publier une photo qui montre que c'est arrivé, mais qui évidemment, c'était pas du tout ce qui était annoncé. C'est juste la coïncidence du fait qu'il y a une éclipse de lune le jour de l'opposition de Mars, et que du coup, la Lune, elle est complètement cachée, on la voit plus. Et d'ailleurs, quand il y a des nuages sur la Lune, on voit Mars plus brillant que la Lune. Finalement, c'est rien d'extraordinaire. Mais en tout cas, c'était pour dire que vraiment, c'est pas simple, quoi. Dès qu'on se dit, voilà, je vais te prouver le truc, vous avez quelqu'un qui vous sort la photo qui prouve le contraire. C'est exactement comme l'histoire des complots sur la NASA, etc. Il y aura toujours quelqu'un qui va vous trouver une preuve d'un truc qui marche pas, etc. Et donc ça nous amène à la question de comment démonter les désinformations, les fausses informations. Et donc là, c'est un autre exemple. Alors je pense que ça, tout le monde le connaît. Actuellement, l'idée, c'est de dire, il faut, c'est pas du tout une critique, hein, il faut enseigner la méthode expérimentale. Parce qu'avec la méthode expérimentale, là, c'est clair. Bon, déjà une remarque sur mon exemple d'avant, la méthode expérimentale, elle ne prouve pas, puisqu'on a pu faire une photo de Mars plus brillante que la Lune. Et alors, j'ai 3 exemples de gens qui utilisent la méthode expérimentale. Alors, le premier, c'est le rappeur B.O.B. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez B.O.B. Donc, il a lancé une souscription. Alors, finalement, j'ai remarqué, elle a été retirée, il n'a jamais eu l'argent. Là, il était à $6 000. B.O.B. il avait lancé une souscription pour fabriquer un satellite et le lancer pour prouver que la Terre était plate.
Voilà, au début, il avait demandé 200 000 $. Bon, et ça allait, voilà. Et puis après, il a demandé 1 million. Là, on était au moment où il demandait 1 million. Alors, la question n'est pas de savoir autour de quoi tournerait le satellite qui prouverait que la Terre est plate. Soit il y a 2 trous et il fait comme ça. On peut imaginer le truc. Mais en tout cas, lui, il croit à la méthode expérimentale. Donc, ça suffit pas. Je dis pas du tout qu'il faut pas s'occuper d'enseigner la méthode expérimentale, mais disons que ça suffit pas. Le truc, c'est... Alors, on va y revenir. Deuxième exemple. Alors, celui-là, il vaut son pesant de cacahuètes. Je crois qu'il s'appelle Marvel ou Marvin, je crois. Alors lui, voilà, lui, il a définitivement prouvé que la Terre était plate. Il a fait un vol de la Caroline du Nord à Seattle avec un niveau à bulles dans son avion. Donc la vidéo est sur YouTube. Ça dure. Là, il était, je sais plus combien il a évidemment des dizaines de milliers de vues, même sans doute beaucoup plus. Donc il se filme, il monte dans l'avion, il pose son niveau à bulles avec son iPhone derrière. Et ensuite, il se pose à Seattle et il démontre que la bulle est toujours restée à plat. Donc il a vraiment fait une manip qui montre que la Terre est plate. Alors on pourrait lui dire, c'est gonflé, t'as fait que 1000 km, quoi. Il pourrait peut-être aller jusqu'à Hawaï quand même pour prouver. Mais je pense qu'il prouverait quand même que la Terre est plate, quoi. Voilà. Et alors le dernier truc, ça je vous conseille vraiment, c'est Dave Murphy, c'est un des apologistes, j'allais dire, du modèle de la Terre plate. Hein. Donc il publie des tas de vidéos qui ont alors vraiment des millions de vues sur comment on prouve que la Terre est plate, quelles sont les évidences, etc. Et donc il y a tout un trip, ça je vous conseille si vous ne savez pas quoi faire le week-end prochain, après avoir été à la soirée d'Astro de demain. Moi je me suis passé 2 week-ends à faire ça pour écrire un chapitre de bouquin. En fait, l'idée, c'est que les vols d'avion, donc Opodo, Ali Bye Bye et je ne sais plus, Liligo, prouvent que la Terre est plate. Il y a 2 modèles. Il y a le premier modèle, j'ai oublié le nom de la fervente praticienne de ça qui explique qu'elle a un doctorat, etc. Elle pense que Mercator pensait que la Terre était rectangulaire. Vous voyez la carte de Mercator. Donc la Terre était rectangulaire et si Mercator a raison, eh ben, l'Alaska est complètement opposé au Kamchatka. Si les farfelus qui pensent que la Terre est ronde ont raison, alors le Kamchatka est à côté de l'Alaska. Et donc, il devrait y avoir des avions directs qui vont du Kamchatka à l'Alaska. Or, il n'y en a pas. Donc, Mercator a raison. Mais c'est sérieux, donc ça, il y a une vidéo superbe. Et alors le mieux, c'est pas ça, c'est l'autre modèle qui est encore plus génial. L'autre modèle, c'est l'ONU. Tout le monde connaît l'ONU. Hein. Voilà, bon. L'ONU, elle dit bien, elle cache son jeu, mais elle le montre quand même. L'ONU sait que la Terre est plate et que le pôle Nord est au centre. C'est le logo de l'ONU. Vous voyez? Donc ça, on en reparlera tout à l'heure, je pense, de ça. Donc voilà. Et donc là, en fait, la question, c'est que si la Terre est plate comme ça, comme l'ONU le dit, avec le centre au pôle Nord, ben on ne peut pas faire de vol direct dans l'hémisphère sud. C'est pas possible. Donc on va regarder s'il y en a des vols. Et effectivement, c'est la croix et la bannière. Si vous essayez de faire Santiago du Chili, Auckland, en vol direct, à tous les coups, vous remontez au nord. Donc ça prouve que l'ONU a raison. Et en fait, il y a très peu de vols directs. Alors j'ai quand même trouvé, la plupart des vols qui sont marqués directs sont en fait des vols avec escale, et ils font escale aux Émirats, machin, etc. Donc on sait bien que les compagnies aériennes, c'est quand même le monde du business. Donc si le monde du business sait qu'il faut remonter au nord pour aller du sud au sud, c'est bien que la Terre est plate et que l'ONU a raison, quoi. En gros, voilà, c'est clair. Et donc, cela dit, j'ai trouvé un vol, et alors la réponse de Dave Murphy, je n'ai pas écrit, mais la réponse de Dave Murphy, il dit, vous trouverez peut-être des vols, mais regardez bien, ils sont annulés au dernier moment. Et donc là, j'ai pas payé 1000 € pour faire un Santiago Auckland. C'est comme s'il y avait des trucs pour faire croire que c'est possible quand même, quoi, voilà. Alors, dernière chose, je crois que voilà, c'était ma dernière diapo là-dessus. La dernière chose, c'est en fait ce qu'il faut avoir en tête, et je pense qu'on va aussi en parler vraiment toute la journée, c'est que finalement cette question du bizarre, du surprenant, de l'information étonnante, etc., en fait, elle est partie prenante de l'économie des réseaux sociaux et des médias d'aujourd'hui. C'est-à-dire que finalement, comme ça va plus vite et comme ça fait plus de buzz, et comme ça fait qu'on en parle plus,
Ben, en gros, on a intérêt, je ne veux pas faire une grande théorie du complot moi-même, mais disons que les rédactions, les auteurs, etc., ont intérêt à développer ça. On le fait tous, hein, on titre. Je ne veux pas accuser un directeur de rédaction d'une grande revue, mais enfin, on titre sur du sensationnel, voilà. Et par ailleurs, effectivement, tous les réseaux ont besoin de développer vraiment du buzz autour de ça. Les youtubeurs à 1 million de vues, je ne dis pas que ce qu'ils font est pas bien. Je dis que ça intéresse beaucoup ceux qui en profitent pour utiliser ça comme support de pub, pour acheter du temps de cerveau disponible à côté, quoi, en gros. Et du coup, il faut... Je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas économiste, je n'ai pas étudié le modèle des fermes à clics, des moulins de contenu, de l'idée qu'il y a une économie énorme de la fabrique de faux clics ou de clics télécommandés, etc. Mais clairement, on utilise des médias qui ont besoin qu'on ait très vite des très grands nombres de clics, et donc qui tout à fait, par premier mécanisme, ont intérêt à ce que ça se nourrisse effectivement d'informations qui produisent du clic, et donc celles qui sont discutables, etc. Et donc, on se trouve, nous, dans notre position de vouloir susciter la curiosité, mais on utilise des moyens dont le principe de base, c'est d'avoir besoin de la crédulité pour augmenter leur audimat, leur capacité à faire du business. Bon, voilà, c'était à peu près tout. Et donc, je te passe la parole pour rebondir. Voilà. Merci, voilà, merci. Alors, en plus, bon, je voulais te dire que le chapitre, d'ailleurs, hein, que tu as rédigé, que j'ai lu, enfin, je vais m'en servir pour les cours. Je trouve c'est remarquable, et enfin, du coup, j'ai pensé, pour prolonger ça, je me suis dit, bien sûr, il y a susciter la curiosité sans développer la crédulité, mais il y a aussi un autre problème auquel on est confronté tout le temps, c'est susciter la confiance nécessaire au savoir sans développer la crédulité, parce que, enfin, on est confronté à ça aussi tout le temps, et du coup, ce sera un peu prolongement. Et en fait, je vois un peu trois points pour prolonger. C'est d'une part, dans l'activation d'un rapport aux sciences, en fait, on doit constamment choisir entre mettre en avant le caractère toujours fragile et ambigu de ce rapport aux sciences. Et on sait, et tu l'as prouvé maintes fois, que le rapport aux sciences dans la scolarité ne favorise pas la construction collective d'un attachement au savoir, en fait. En fait, on l'utilise pour autre chose, on l'utilise comme un mode de relation au monde qui est un peu agonistique, enfin, qui laisse sur le carreau pas mal de monde. Et les exclus créent un public dont on se méfie d'emblée. Ben, on se méfie d'emblée de ce public qui a été en échec. On doute de ses capacités à comprendre les sciences, puisque celles-ci les ont mis en échec. On sélectionne une fraction qui n'aura pas un accès aux sciences humaines et sociales en général, hein, donc qui restera quand même bien souvent dans une vision assez scientiste, en fait, des sciences qui leur ont permis de gagner des positions intéressantes, etc. etc. Et d'ailleurs, c'est parfois des discours dans les grandes écoles, hein, enfin, vous allez être au top, etc., etc. Et donc finalement, contrairement à ce qui peut être sans cesse promu dans l'action culturelle ou la vulgarisation, on essaie de rattraper un peu, on ne relie pas forcément les sciences à la volonté de nous entendre ensemble sur un monde commun, enfin, de manière égalitaire, mais en fait on use des sciences pour un tas de choses, et après on se plaint des effets induits de ces usages multiples de la science. Donc on n'affronte pas les raisons pour lesquelles il n'y a pas une priorité politique aussi sur s'entendre sur un monde commun, ensemble, enfin, avec les sciences bien sûr, mais voilà, en tout cas essentiellement la construction de savoir. Enfin, et les scientifiques ne sont pas plus à l'abri que les non-scientifiques, enfin, c'est à l'injonction de s'occuper autre chose que des savoirs. Enfin, le nombre de scientifiques et de chercheurs, en fait, à qui on ne demande pas forcément de s'occuper de savoir ou de comprendre, mais on leur demande de produire de l'innovation, enfin, continuellement. Voilà. Donc, d'ailleurs, ça fait partie aussi des priorités de la politique de recherche européenne, hein, que de faire de l'Europe la première
puissance économique du monde. Donc il n'y a pas, c'est pas une priorité qui est affichée sur le site de la Commission européenne de dire que la recherche va servir à, on va dire, à des visées la science émancipatrice et politique. Enfin, ça paraît. La deuxième chose, c'est donc les sciences, l'ambiguïté, c'est le fonctionnement des médias. Dans un contexte, on le sait, c'est un marché de l'attention, et tu l'as dit, une gestion de la visibilité, une maîtrise de la communication. Et en fait, dans la recherche, on est... En fait, nos résultats sont un peu... Enfin, tout est un peu surdéterminé aussi par cette course à la visibilité, quand même. On sait, enfin, on a beaucoup plus confiance dans beaucoup d'organismes de recherche, dans la possibilité de communiquer efficacement, d'être visible, etc., que dans le triomphe de la vérité, enfin, et des arguments solides, etc., etc. On l'a vu avec des controverses, à quel point il pouvait être rentable de ne pas passer par les canaux très laborieux de la discussion, de la publication primaire, etc., etc. Enfin, pour avoir des fonds. Donc finalement, les sciences de ce point de vue-là, elles sont... Enfin, il y a un régime de légitimité, mais il y a une puissance du fonctionnement des médias dans un contexte qui est celui d'un marché quand même. Un marché qui est basé aussi sur cette volonté d'être le plus visible, etc., etc. Alors ça fait un peu cynique, mais la valorisation dans les sciences comme un milieu très compétitif, en fait, ça devient parfois une obsession. Et symétriquement, l'éducation aux médias reste toujours finalement à l'état de projet. Enfin, ça s'impose toujours avec moins de force que celui de former les jeunes chercheurs à des techniques de communication, par exemple. Où il faut être très bon chercheur, très bon jeune doctorant et très bon communicant. Mais par contre, sur une vigilance critique par rapport à ce que font les médias. Or, on a essayé de le montrer en sciences de l'information et de la communication. Il y a une autonomisation des enjeux de la communication, c'est-à-dire qu'en fait, ça roule parfois en circuit fermé. On peut toujours dire ce serait bien que la communication serve les enjeux, nobles, etc., etc. Mais depuis très longtemps et depuis la guerre, on sait que la communication roule aussi pour un marché de la communication. On ne peut pas lutter contre ça dans un monde qui est complètement structuré quand même par la valeur monétaire de ce qui circule et même la valeur monétaire tout simplement des circulations, qui a une valeur monétaire intense, qui s'est autonomisée. Et on le voit avec les réseaux sociaux, en fait, ça ne veut pas dire qu'on croit dans tout ce qui circule, mais on est convaincu qu'il y a une valeur dans le fait que les choses circulent plus. On ne sait pas quelle est cette valeur, on est inquiet quant à cette valeur, même ceux qui font circuler énormément de choses auxquelles ils ne croient pas. Mais par contre, il y a une valeur implicite ou non objective, en fait, dont on sait qu'elle a des effets sur le monde. Donc du coup, parfois, la lutte pour ou contre la vérité de ce qui est présenté, on va dire, est un peu en porte-à-faux par rapport à la conviction que tant pis, il y a quand même derrière une valeur, et qu'il y a tant de monde qui s'occupe de produire cette valeur que... alors on pourrait faire presque une expérience de pensée, on pourrait imaginer un monde où, peu importe si c'est vrai, si c'est faux, etc. Et on l'a vu, il y a un philosophe au moment où il y a eu le déclenchement de la guerre contre l'Irak, avec, vous vous souvenez, à la tribune, la preuve que l'Irak détenait des armes chimiques. On savait que c'était faux, et pourtant, ça s'est fait quand même, et ça n'a pas eu de conséquences sur ceux, à ce moment-là, qui ont menti au plus haut niveau, pas les publics irrationnels qui étaient en défaut pendant leur scolarité, mais Et il y a un philosophe catalan, à ce moment-là, Jordi Vidal, qui a dit « ça y est, c'est arrivé, on arrive dans un monde où on peut faire cette expérience de pensée de qu'est-ce qui se passe si on n'a plus un référent commun qui est celui d'un amour de la vérité, d'une horreur,
du mensonge, un peu comme une inhibition de l'inceste, enfin au sens anthropologique, où on serait structuré par cette inhibition, et ben non, on ne l'est pas, et une fois qu'on le sait, on est obligé de faire avec, de s'outiller. Alors l'autre chose, la troisième dimension, donc la science, les médias, c'est un peu la question aussi de ce marché, enfin de cette économie, et il n'y a pas seulement l'attention à ce qui se produit qui serait faux ou pas, cet amour de ce qui arrive, de ce qui survient, de ce qui produit. On parlait les contes de Pierre Gripari, avec quelque chose s'impose à l'attention et en fait on est pris dedans, même si on sait que c'est des histoires, mais il y a aussi une gestion de l'ignorance. Je renvoie à Mathias Girel en fait, qui étudie les variétés de l'ignorance volontaire, et aussi des stratégies de communication là, enfin vraiment très très puissantes, qui sont en amont parfois de programmes de recherche. Il a beaucoup parlé du travail de Proctor sur le lobby des cigarettiers américains, qui a gagné 40 ans avant que, en fait, enfin, ils soient obligés de reconnaître qu'il y avait une ambiguïté sur le fait que le tabac provoquait des cancers. Mais en fait, pendant 40 ans, les cigarettiers ont injecté massivement des millions de dollars dans de la recherche, portant sur des points annexes, sans intérêt, ou enfin voilà, sur lequel l'énergie de chercheurs très talentueux, des jeunes, des doctorats, etc., ont été engloutis pour produire de la fausse controverse, brouiller, capter l'attention, etc., induire le doute au nom d'une nécessaire pluralité des positions scientifiques, des recherches, etc. Puis en fait, et ce schéma se répète puisque ce sont les mêmes agences qui conseillent aussi des lobbies, des industriels, les lobbies des OGM, etc., aussi les climato-sceptiques. On retrouve donc, on est très loin là du public considéré comme défaillant et du coup très très apte, on va dire, comme ça, ou très très sujet à de la crédulité. On est quand même dans des stratégies incroyablement organisées. Alors, et du coup, on en est presque à dire c'est tellement gros que on pourrait en douter, mais les démonstrations de Proctor et de Mathias Girel, et après eux des auteurs des Marchands de doute, montrent à quel point en fait ces stratégies pour produire de l'ignorance, à coût de production de recherche sur des choses annexes, sont puissantes. Et ça aussi, je pense, ça rentre dans ce dont on doit traiter en médiation. Et je conclurai sur une réflexion, ce qu'on a dans le labo actuellement, justement, c'est que il y a une multiplication en fait des appels à la recherche qui serviraient des intérêts de la société, mais sans discerner quels sont ces intérêts parfois de la société, où on peut avoir l'impression que du moment que la recherche sert de la valeur économique, c'est bon. Et du coup, on est amené, pour notre propre compte, dans le labo qui est le GRIPIC, à s'interroger sur ce qu'on fait aussi quand on fait de la recherche. Est-ce que dans certains cas, on va servir la production de masques, par exemple, quand on travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle, sur la base de scénarios de pratiques sociales existantes ou de relations sociales existantes, qui sont des scénarios extrêmement pauvres, qui ne sont pas basés sur la compréhension de ces pratiques sociales, par exemple, mais qui sont basés sur des sortes de mannequins des pratiques sociales. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais par exemple, tous les sites de rencontres, alors même si on ne travaille pas sur les sites de rencontres, mais tous les scénarios d'apprentissage aussi parfois, ou les scénarios de visite de musée aussi, qui sont parfois s'appuient sur ce qui s'appelle explicitement des mannequins de public, des mannequins d'acteurs sociaux qui vont inspirer après de la production de dispositifs en fait qui vont un peu contraindre les pratiques, en tout cas, ou qui vont expulser de ces pratiques le sens qu'elles ont. Donc on a un atelier entre nous
pour examiner dans quoi on s'engage, qu'est-ce qu'on produit aussi. Et de ce point de vue-là, les sciences humaines et sociales rejoignent un peu la condition des sciences. C'est-à-dire que avant, je pense qu'on, enfin, quand je faisais ma thèse, etc., je sentais pas une forte pression, enfin sur, en tout cas dans le domaine qui était le mien. Enfin bon, là, en l'occurrence, c'était la muséologie. Pour est-ce que ça serait utile ou pas. Enfin, il faut voir. Enfin, et maintenant, en fait, on sent qu'il y a toute une ingénierie des pratiques sociales qui font que c'est convoité. Enfin, venez par ici. Enfin, et il y a un peu un temps très naïf en disant chic, je vais être utile. Enfin, voilà. Et j'ai l'impression que c'est ça aussi qu'on doit réfléchir entre nous, c'est sur ces fameux régimes de valeurs, enfin très hétérogènes hein, dans les sciences et la recherche. Et on peut effectivement être de parfaite bonne foi, vraiment de toute bonne foi, participer aussi à des productions dont on ne sait qu'elles servent, mais certainement pas les valeurs de l'émancipation classique du savoir. Et du coup, dernier point aussi, alors par exemple, on a un travail, enfin alors c'est presque un atelier sur la production d'ignorance, très réflexif, sur les termes qu'on emploie, intelligence artificielle, enfin. Tu parlais on est continuellement un peu aux prises avec ça aussi, quand on parle des théories du genre, enfin ces choses-là qui circulent et par facilité ou sans y prendre garde, un peu comme la manière dont on traite la publicité. En fait, on les adopte et culturellement, en fait, on devient un peu habité par des objets, enfin un peu comme les cailloux au milieu des ruisseaux, enfin qu'est-ce qu'on en fait? On les contourne, etc. On ne peut plus s'en débarrasser. Enfin, et là, enfin, du coup, je ne résiste pas pour le petit conte de Pierre Gripari, on en parlait, mais dans un conte de Pierre Gripari où quelqu'un vend, les contes de la rue Broca, quelqu'un vend une maison à une autre personne pour 5 sous, et la personne dit, mais c'est pas cher, il y a un vice dans cette maison. Non, la maison est très très bien, elle est parfaite. Il y a juste une chose, c'est qu'il ne faut surtout pas chanter sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Et puis la personne dit mais enfin, mais pourquoi tu m'as mis ça en tête? Jamais je n'aurais pensé à ça. Mais maintenant, je suis obligée de vivre avec la pensée qu'il ne faut pas que je dise sorcière. Parfois, j'ai l'impression qu'en recherche, c'est un peu la même chose. On est continuellement aux prises avec des lexiques, des catégories dont on est obligé de s'occuper, voilà, parce que en fait c'est tout ce qui circule au nom des valeurs de la communication, de ce qui transmet très facilement, etc., qui a fait son. Et je pense que c'est aussi sur ces points qu'il faut travailler. Et la dernière chose, c'est du coup, dans mon titre, j'ai dit, voilà, susciter la confiance nécessaire aussi. Enfin, l'espace institutionnel est un milieu de la confiance, en fait. Alors, je le dis tout le temps, et je n'arrête pas de le retrouver tout le temps. Les bibliothèques, enfin voilà, les universités, enfin les hôpitaux, enfin les institutions sont des lieux où il est préférable d'avoir confiance. Et hélas, si on est soupçonné du coup d'être crédule dans les lieux où on devrait avoir confiance, enfin, c'est un peu à notre détriment. On n'est pas bénéficiaire de ce qui se passe. Si on dit aux médecins, voilà, vous me dites qu'il faut m'opérer de l'appendicite, mais enfin, j'en doute, enfin, etc. Enfin, c'est embêtant et c'est pareil. Et on constate chez les publics, vraiment, que ce soit dans les bibliothèques, dans les universités, dans les musées, je ne travaille pas sur les hôpitaux, mais disons un pacte concernant le fait que dans ces lieux-là, il y a une bonne foi et la valeur du savoir, la valeur émancipatrice du savoir est supérieure à d'autres valeurs qui ont cours dans la société, qui structurent les échanges, les activités, etc., etc. Et donc ça a vraiment je trouve que ça a vraiment une grande valeur pour nous, c'est une conscience de ces seuils qu'on franchit
où les choses ne se passent pas exactement de la même manière. Enfin, c'est un peu les hétérotopies de Foucault, et qu'il faut préserver avec soin, en fait, au lieu de finalement participer à une dédifférenciation totale de tous les espaces sociaux, etc., etc. C'est plutôt aussi dans cette éducation, c'est pas seulement sur des contenus scientifiques, il me semble, ou sur des rapports au savoir classique, c'est aussi sur une culture des seuils qu'on a nous-mêmes, parce que par exemple si on va dans le métro, on n'investit absolument rien dans les publicités qui sont sous nos yeux, et ça on est capable de gérer des seuils, mais en fait on n'est pas toujours capable de le faire, y compris désormais au sein de nos propres institutions. Enfin, donc on a un travail réflexif sur où sont les seuils dans nos propres institutions, etc. etc. Donc voilà.